Et regardez-moi cette misère. Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Si vous habitez en Provence ou si vous avez un logement qui est relativement ancien, vous êtes susceptible d'avoir ce genre de mur. Alors il faut savoir que ça c'est un mur porteur, mais un mur en pisé. Le pisé, c'est un mur en fait qui est constitué, qui est bâti pour beaucoup en terre crue. Alors il y a parfois quelques adjuvants appauvris. Et il faut savoir qu'un mur en pisé, qu'on appelle un mur en tapis en Provence, c'est généralement des ouvrages qui font entre 50 voire 1 mètre de profondeur. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment on procède à des réparations. Vous voyez, ça a lâché, ça a pété là-bas à côté. Et ça, malheureusement, quand on ne sait pas traiter cette problématique, on a toujours des emmerdements quand on va réparer. Lorsqu'on a des réparations effectuées sur ce type d'ouvrage, la première chose à faire, c'est de sonder la zone environnante du dégât. On prend un burin, donc le dos du burin, et on va venir taper directement, vous voyez l'ouvrage. Je prends un exemple, par exemple, si je viens ici, vous voyez le son est clair, pas de problème. Là, pour le coup, le son il n'est pas clair du tout. On a littéralement donc un défaut d'adhérence. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut faire ce qu'on appelle une purge. Pour purger, le top du top, c'est la hachette de plâtrier. Je préfère vous avertir. Ça peut s'arrêter là, comme ça peut aller jusqu'au plafond. Vous voyez, on va se mettre à 30 degrés. On vient, on frappe. Vous voyez, de partout où ça ne tient pas. Si les plinthes comme ici n'ont pas de raison de sauter, on ne s'amuse pas à les faire sauter parce que vous pouvez la casser. Si le mur il est très vieux et que ça c'est pareil, ça date de l'an 2, vous n'allez pas réussir à retrouver les plinthes. Ça devient vite problématique, ça fait bariolé. Donc là, moi, vous voyez, les plinthes, elles tiennent en soi. On ne tente pas le diable pour dire on fout tout en l'air. J'ai terminé, vous voyez, j'ai cassé vraiment tout ce qui venait au-dessus des plinthes. Tout ce qui veut partir à la brosse métallique, il faut que ça parte. N'hésitez pas à vous appuyer. Donc vraiment ce qu'on appelle une brosse métallique, vous voyez, à fil acier, pas à fil laiton. À fil laiton, c'est très doux, ça va caresser le support, ça ne nous intéresse pas du tout là. Il va falloir traiter la zone environnante parce que tout ça, il va falloir le reboucher. Alors il y a deux façons de faire. Soit on peut le faire avec du plâtre puisque c'est comme ça que ça s'est toujours fait. Soit on va le faire avec des enduits un peu plus spécifiques, tout simplement pour raccourcir on va dire les délais et le temps de travail, parce que le plâtre, on est parti après pour 15 jours de séchage, c'est quand même beaucoup trop long. On va traiter ici la zone pour qu'elle puisse recevoir et surtout être elle également suffisamment adhérente parce qu'on va mordre dessus. Et vous l'avez bien compris, tout ça quand même, c'est pas très jeune. Celui qui a peint tout ça, je pense que ça fait un petit moment qu'il a les deux pieds devant. J'ai avec moi ponceuse excentrique diamètre 150 équipée d'un grain 120. Faites bien attention, soit vous avez un aspirateur qui est capable d'aspirer correctement, c'est mon cas. Si le vôtre est un peu juste ou pas très fiable, n'oubliez pas de mettre le masque. Parce que voilà, ça c'est quand même pas des peintures qui sont très saines. Après avoir poncé, pensez à bien dépoussiérer. Regardez, je vous montre. Plâtre brut, plâtre qui est ancien, ça farine toujours un petit peu, donc dépoussiérez bien à l'aide d'un chiffon microfibre. On va faire une autre étape qui est très importante. Ça, c'est brosser, c'est aspirer, c'est bien, mais un rien, ça va recommencer à tomber. Et si ça tombe, automatiquement, ça va vous mettre en défaut d'adhérence le produit que vous allez mettre devant. J'ai un produit qui est bien connu des maçons, des façadiers et accessoirement également des peintres quand on a ce genre de problématique. Résine qui est un petit peu laiteuse, un peu blanche. Je veux bien sûr parler du Leadbook. Le Leadbook, c'est une résine au latex. L'avantage, c'est que ça coûte 3 fois rien. Par contre, si vous avez un vrai, ce qu'on appelle durcisseur de fond plate parce qu'il vous en reste, vous pourrez l'utiliser sur la partie pisée. Ce produit, ça va venir coller en surface, j'entends en surface, mais ça va être suffisant pour éviter des défauts d'adhérence. On vient, on pulvérise généreusement. Ça va vraiment fixer de manière superficielle, mais c'est ce qui nous intéresse pour pouvoir arriver ensuite à réenduire par-dessus. Vous mordez un petit peu sur le plâtre, ça ne pose aucune problématique, c'est parfaitement compatible.
La prise ici a été neutralisée, donc je n'ai pas de courant. Ça va nous permettre déjà d'arriver à enduire en limitant quand même bien les problématiques. La résine est bien sèche, désormais je vais appliquer une couche d'impression. Couche d'impression glycéro particulièrement diluée, 9 à 12%, donc entre guillemets c'est un peu du pipi. L'humidité, l'eau de gâchage de l'enduit, si le support là reste brut, en fait vous allez rouler, ça va être absorbé par le plâtre et ça de suite vous allez avoir un défaut d'adhérence. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on va mettre de la pression glycéro également au niveau du pisé. Pareil, ça va avoir un côté isolant, c'est pour éviter les problèmes de détrempe. J'ai avec moi une brosse de 25, ça va très bien. Alors là, vous voyez, on y va généreusement. Alors, il faut savoir qu'impression glycéro et résine d'adhérence, c'est compatible, il n'y a aucun problème. Même si vous utilisez d'ailleurs un durcisseur, c'est pareil, c'est compatible. Regardez, c'est fluide, hein, ça coule, hein. Mais c'est très bon, ça va nourrir le fond. Et nous, on a vraiment besoin de nourrir le fond, surtout quand on a un fond comme ça à problème. Le pisé est imprimé. Là, on fait le tour, vous voyez, c'est très fluide. Mais il faut que ça pénètre, vraiment, il faut que ça nourrisse le plâtre. Surtout un plâtre pareil. Il est sec, il est poreux, il n'en peut plus. Alors, vous dégagez à peu près une vingtaine de centimètres. Hein. Bien sûr, j'ai toute la face à dégager là. C'est vraiment pour vous traiter ce dégât. Mais vous, si c'est juste localisé, hein, vous n'allez pas refaire la face de mur complet. Hein. Ça sert à rien. Pour appliquer la peinture, vous avez vu, j'utilise un petit manchon de 110 mm. Généralement, pour les réparations, ça va très bien. Sachez pour information que c'est du polyamide à fil continu de 12 mm de hauteur de mèche. L'impression glycéro est bien sèche, il s'est passé une paire d'heures, ce qui est très important, étant donné que c'est un pisé. Si vous voyez apparaître de temps en temps des brillances ou une sensation que l'impression glycéro, pour diverses raisons, n'est pas sèche, attention, c'est le signe de l'humidité. Si vous avez de l'humidité ou si ça réussit à perler, à condenser et finalement à empêcher, voire même parfois à provoquer des défauts d'adhérence de l'impression glycéro, laissez tomber. Il faut impérativement traiter la problématique avant de réparer. Parce que la réparation que vous ferez, de toute manière, ça ne tiendra pas dans la durée. Vous voyez, quand je passe la main, quand je fais ça, ça se casse pas la figure. Donc on va dire, on a quand même là, pour le coup, un pisé qui est bien stable. On va attaquer la phase de rebouchage. En l'occurrence, je me suis approché de l'enduit de rebouchage. Pour la première partie, l'enduit va pas être trop épais. Plus l'enduit est épais et moins il va adhérer à celui-ci. Voilà, il ne faut pas penser que 2 coups de truelle, ça va être rebouché. Non, il faut vraiment reboucher étape par étape. L'enduit est prêt. Consistance, regardez, quand même relativement fluide. Pour vous donner une idée, on est quand même entre 500 à 520 millilitres d'eau par kilo de poudre. Le dosage normal, c'est à peu près 450. On est quand même assez profond, mais surtout, vous voyez, la réservation, elle est petite. Ça ressemble presque à une crevasse. Or, il faut arriver quand même à bien tapisser la réservation avec l'enduit. Et l'idéal, pour pouvoir le faire, on va utiliser ceci. C'est la poche à joint. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais vous voyez, là, la crème, elle arrive. Et là, c'est parti. J'envoie, vous voyez, bien comme il faut. Je tapisse. Comme on est fluide, on n'a pas de problème d'adhérence, hein, ce qu'on appelle avoir un bon transfert. On vérifie qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de prise d'air. On va laisser tranquille. Ça a bien graissé, ça a bien tapissé. Je vais préparer de l'enduit quand même plus épais. On va attaquer à reboucher parce que là, c'est quand même plus facile. L'avantage avec le pisé, c'est qu'on a des agrégats et toutes ces pointes-là qui dépassent. Mais ça nous rend quand même bien service parce que ça va nous permettre de charger finalement et avoir ce qu'on appelle une tenue d'enduit. L'enduit de rebouchage est prêt. Là, le dosage en eau, on n'est plus sur le 500-520. On est dans les alentours de 450 ml d'eau par kilo de poudre. Consistance normale. Couteau de 15 cm. Ici, la malice est de 250. On claque un petit peu l'enduit pour 2 raisons. Et d'une, pour éviter ce qu'on appelle les pochons, que ce soit des pochons d'air ou des pochons d'enduit. Et pour qu'ils viennent bien tapisser, bien ce qu'on appelle graisser le support. Et ici, au niveau du plâtre, là, on a imprimé. Vous voyez, vous tirez toujours à 0. Hop. Vous claquez gentiment.
ici, voilà, des petits coups. Vous voyez, on serre vraiment l'enduit. Et ça, c'est très important. On serre correctement l'enduit sur le support. Si la première partie, donc c'est-à-dire la première couche d'enduit, elle est mal appliquée sur le support, vous pourrez mettre derrière 50 couches d'enduit. De toute manière, avec le temps, ça lâchera, ça va se déstructurer. Vous voyez, je laisse un petit peu de matière. C'est de l'enduit de rebouchage. Donc je peux me le permettre. Et là, concrètement, on ne va plus toucher. Rebouchage, première couche, c'est terminé. On ne tente pas le diable en disant « Allez, un bon petit coup de couteau, un bon petit coup de truelle », même avec un enduit cellulosique ou un enduit fibré. Si ça met trop de temps à sécher, ça va vous poser des problèmes en défaut d'adhérence. Défaut d'adhérence de l'enduit en lui-même, couche par couche. Et bien sûr, plus tard, quand vous allez faire vos travaux de finition. Première couche d'enduit de rebouchage. C'est sec, on va venir éliminer des aspérités parce que ce sont des aspérités qui vont se casser dans les couches suivantes. Donc là, je dépointe. Un coup de brosse. Et là, comme ça, voilà, toutes les petites aspérités, tous les petits cachous qu'on a enlevés, eh ben, par terre. L'enduit est prêt. Consistance normale, couteau de 10, vous voyez. Hop, on claque. Couteau de 15. Là, on va commencer, voyez, à faire beaucoup plus propre. Parce que c'est moins prononcé. Et si je prends un petit peu la lame à lisser, commencer un petit peu à façonner. Donc là, j'ai la 250 mm. Alors, faites bien attention, voilà, sur épaisseur, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous voyez, on prend appui sur une partie qui est, on va dire, globalement propre. Pour commencer là, gentiment à passer un petit peu, voilà, la lame. Dès qu'il y a un peu d'épaisseur, pareil. Voilà, on claque. Deuxième couche terminée. La deuxième couche n'est pas complètement sèche, mais elle a quand même bien raidi. On va en profiter pour égrener, vous voyez, toutes ces côtes. Donc là, j'ai un couteau plaquiste, un vieux modèle. On vient, vous voyez, on dépointe. Un petit coup de chiffon microfibre, voilà, pour dépoussiérer. Vous voyez, quand vous voulez laisser de la charge, vous partez avec la lame le plus à plat possible. Là. Ça permet de laisser de la charge et d'estomper également. Je vais laisser sécher correctement parce qu'il y a encore forcément de l'enduit. Il faut poursuivre vraiment là le travail encore un petit peu de garnissant. Troisième couche d'enduit de rebouchage, elle est bien sèche. Je me suis rapproché une ponceuse excentrique, diamètre 150, équipée d'un abrasif grain 120. Et on va quand même commencer un petit peu, vous voyez, à dépointer parce que là, c'est pas net, c'est pas propre. Ça fait quand même quelques surépaisseurs. Qui dit ponçage dit un bon petit coup de chiffon microfibre pour enlever le voile de poussière. Je suis préparé de nouveau de l'enduit de rebouchage, consistance normale, et on va surtout travailler à la lame à lisser. Vous voyez, on laisse un petit peu de charge. Là, on commence à être propre. On arrive à la fin. Vous voyez, regardez, on est quand même propre. C'est de l'enduit de rebouchage, mais voilà, on commence vraiment à avoir un joli petit aperçu. Je vais remettre encore un petit coup de ponceuse, casser un petit peu plus rapidement les aspérités, et puis on va se préparer de l'enduit de lissage. Mais c'est vraiment pour vous, hein, vous l'aurez compris, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Je vais reprendre tout ça, mais au moins voilà, vous aurez vraiment un aperçu fini comme on doit le faire, c'est-à-dire après l'enduit de rebouchage, on passe à l'enduit de lissage. Granulométrie, pour l'instant, je reste sur le 120, ça va très très bien pour faire ce que j'ai à faire. Petit coup de chiffon. Enduit de lissage fin, on va le travailler toujours pareil à la lame à lisser.
Alors là, c'est la crème de l'enduit. Alors, vous voyez, je travaille également un petit peu à plat pour déposer quand même un tout petit peu de matière. Deuxième et dernière couche d'enduit de lissage. Et là, on a vraiment une top finition. Vous voyez, là, on va travailler plus à 30 degrés, donc c'est-à-dire je vais ratisser. C'est la dernière ligne droite. On va mettre un bon petit coup de ponçage, en l'occurrence granulométrie 180. Un petit coup de déboussiérage pour y voir quand même plus clair. On a vraiment une très jolie finition. Il ne vous restera plus qu'à appliquer une couche d'impression. Ce qui est très important, si au bout de 3 jours en période estivale, vous avez des différences de couleurs qui persistent, attention, il y a un souci avec le pisé. Et globalement, en période hivernale, dans un logement qui n'est pas très bien chauffé, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Si vous voyez commencer à apparaître ce qu'on appelle des auréoles, donc vraiment la présence d'humidité, c'est pareil, stop, ne faites pas de finition. Malheureusement, le pisé, il est humide et il faut solutionner cette problématique. Vous ferez ce que vous voudrez, je l'ai dit dans la vidéo, vous pourrez réparer de toute manière. Si c'est humide, malheureusement, ça repètera. Je vous fais le petit coucou traditionnel et je vous dis à bientôt.